ta course, tu la crées sur le moment même. Si tu veux qu'elle se passe bien, c'est à toi de mettre en marche les choses pour que ça se passe bien. En fait, la seule chose que je maîtrise le jour J, c'est de faire du mieux que je peux. J'ai toujours détesté le marathon. Je sais que c'est dur, je sais que t'as les jambes de bois, je sais que tu vas te prendre un mur au 20e, au 35. Et du coup, je trouve que c'est ouf de vivre ça avec la personne. Dans l'aventure collective, en fait, j'ai vécu un truc mémorable. J'essaye de courir de rendez-vous en rendez-vous. Et comme ça, en fait, je borne, Ok. mais sans me faire mal, sans me blesser. Bienvenue dans cette série de podcasts dédiée au marathon. Je suis avec Théo, sur Instagram Théo Fourneau. Tu es l'un de nos mentors pour le Mentor Programme. Alors, avant de parler du sujet du jour qui va être, on va dire, le partage d'aventures à plusieurs, le partage d'objectifs sportifs, d'expérience, j'ai une question. C'est quoi cette histoire de club de course à pied où on mange gratos? Ça m'intéresse là tout de suite. Je m'attendais pas du tout à cette question. C'est un club qu'on a créé il y a 1 an. Et en gros, le but, moi j'adore manger, j'adore courir. Et On se avec rejoint. voilà, ça, les deux Pour vont l'instant, ensemble. je capte. Et avec mon meilleur ami qui tenait un restaurant du coup à Paris, on a décidé de créer un club où en gros à chaque fin de run, on va manger et on va tester une adresse différente par semaine gratuitement du coup. Voilà. Ok, tu mêles 2 de mes passions, donc écoute, à l'occasion, on aura peut-être qu'on se croisera. Bon, pourquoi je te parle de ça aussi? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit juste avant, le but c'est de parler ensemble de l'aventure marathon comme vecteur d'aventure humaine, disons ça comme ça. Avant de commencer, Théo, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui te connaîtraient pas? Je m'appelle Théo, j'ai 28 ans et je ne sais pas encore trop où est-ce que je vais dans la vie, mais du coup j'ai commencé le sport il y a 4 ans et je cours énormément. Voilà, et c'est quelque chose qui me permet d'avancer. C'est un peu en train de devenir aussi mon métier et je veux partager cette passion-là au plus grand nombre du coup sur les réseaux. Qu'est-ce que tu entends par énormément, que les gens se représentent? En fait, tu vois, par exemple, j'ai des journées, j'ai des rendez-vous, comme tout le monde, et en gros, j'essaye de courir de rendez-vous en rendez-vous, et comme ça, en fait, je borne, Ok. mais sans me faire mal, sans me blesser. Faut pas que mon kiné écoute ce podcast, mais comme ça, je borne le plus possible, mais tu vois, à basse intensité, ce qui fait que j'arrive à des semaines faciles 90-100, mais en fait, sans rien faire, quoi, quasiment. Ok, et j'imagine qu'avec l'augmentation de ton kilométrage, on va dire sans faire attention, comment l'idée de faire un marathon est venue? Juste à un moment, tu as dépassé les 42 km et tu t'es dit « Ah ok, c'est ça, faisons une course ». Alors non, j'ai toujours détesté le marathon. Je n'ai jamais voulu faire de marathon. Et pour la petite anecdote, c'est qu'en 2024, j'ai vu le marathon de Paris courir. J'étais en train de faire mon run en fait. Et en fait, je vois la course passer dans les rues. Donc il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Et, tu courais déjà depuis longtemps à l'époque? Je courais depuis 2 ans. Ok. Mais genre vraiment débutant quoi. Tu vois, j'avais une paire de chaussures qui avait 1400 bornes. Vraiment, j'étais le débutant typique. Mais c'est bien, c'est pour ça que je précise, parce que ça se trouve, il y a des gens qui se reconnaissent ou des gens qui sont en train de vivre. On a tous commencé quelque part. Et du coup, je vois ce marathon-là. Et limite, je gueulais sur les gens en mode « Ah putain, trop chiant, les rues sont bloquées et tout. Mais jamais je ferai de marathon, etc. » Pauvre, 1 an plus tard. J'étais sur la ligne de départ. Et du coup, en fait, j'avais fait des semis et le semi reste ma distance préférée. C'est ma distance préférée. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai fait les semis, j'en ai fait pas mal. On va passer à l'étape supérieure et on va voir ce que ça donne. Et du coup, je me suis inscrit au marathon de Paris en septembre 2024, fin d'année, pour le marathon de Paris 2025, donc l'année dernière. Et c'était quoi ton objectif quand tu t'es lancé là-dedans? Un objectif idiot, puisque je voulais faire en dessous de 3h15. Pour un premier marathon, c'est assez gros. Donc objectif de performance, tu t'es Complet. dit ok. Voilà, tu vois, c'était en fait pour moi c'est dans la vie c'est blanc ou noir. Donc en fait j'y allais, c'était tout ou rien. Je conseille pas du tout de cet objectif-là parce que pour moi il faut y aller sans objectif pour un premier marathon. C'est un trop gros objectif à atteindre et ça m'a mis beaucoup de pression. Ok, donc c'est la raison pour laquelle tu le déconseillerais parce qu'à posteriori tu te dis bon. Tu profites pas de ta course en fait. Donc voilà. Et alors justement, vis-à-vis de ça serait quoi ta définition personnelle d'un premier marathon réussi? Reconnaître ses sensations, respecter ses allures et lever la tête et profiter. Parce que quel que soit le marathon que tu vas faire dans n'importe quelle ville, va toujours avoir des gens pour toi, tes proches, ta famille, de l'ambiance. Et en fait, je trouve que c'est trop dommage de passer à côté. Je dis pas, il y a des courses où tu es plus en mode perf et du coup, tu vas foncer tête baissée et y aller. Mais je trouve que c'est trop dommage pour ton premier marathon de ne pas profiter de l'expérience pleinement et de juste courir 42 bornes sans rien voir, quoi. Ah, c'est intéressant ça parce que tu peux partir du principe que si le premier marathon se passe bien, nous par exemple, souvent en podcast, on parle du fait de courir le marathon, c'est de se laisser de la marge sur le premier semi pour pouvoir potentiellement accélérer parce que si tu es dans un mauvais jour,
t'accélères pas, mais au fini. moins tu passes une bonne course. Tu vois. Ouais. Alors que si tu commences à ton allure et que c'est un mauvais jour, tu vas décroître, ralentir et passer une mauvaise expérience. Et on dit, le truc c'est que si tu ralentis, tu frappes le mur au 30, 35, 30, voire 25 ou 20, tu vas jamais avoir envie de retourner sur le marathon. Donc nous on essaie d'optimiser l'expérience en disant c'est pas mal. faut que ça se passe bien. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que en fait, là où je te rejoins, c'est que si tu as envie de retourner sur le marathon, le marathon le plus lent que tu fais, normalement, c'est le premier. Donc autant profiter, lever la tête et se souvenir de l'expérience. Exactement. Et en fait, c'est là où tu vas connaître, tu vas savoir par exemple qu'au 30e, ouais, c'est un peu plus dur qu'au 20e, que tu vas connaître ta nutrition aussi, parce que tu as beau la tester à l'entraînement, le jour J, c'est jamais la même chose. Il peut se passer plein de trucs. Et en fait, je pense que ta première course, vraiment, tu dois la vivre à fond. Après, quitte à taper des chronos, à t'inscrire à d'autres marathons. Et voilà, c'est tout. Mais je pense que le premier doit rester vraiment un événement dans ta vie, quoi. Ouais, j'aime bien cette définition. Dans l'objectif d'en faire un second, du coup dans l'objectif d'en faire un second. Après, je conseille pas de le faire dans la même année, tu vois. Moi, l'année dernière, j'en ai fait 4 en 6 mois. C'est complètement idiot. Faut jamais faire ça. Et tu vois, je l'ai regretté parce que mon dernier s'est très très mal passé. Et je l'ai fini en pleurant, honnêtement, et je l'ai fini en marchant. Et du coup, plus jamais je veux revivre ça. Et j'essaye de sensibiliser les gens et de dire écoutez-moi, faites une prépa. Et c'est pas parce que vous avez fait 3 marathons dans l'année que le 4e va bien se passer. Peu importe la distance, ça reste 42 bornes, peu importe l'allure, c'est toujours 42 km. Et en fait, vous allez ou pas à un moment souffrir. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi. Vis-à-vis de la place que prend aujourd'hui la course à pied dans ta vie, tu l'as dit, ça en prend de plus en plus. J'imagine que ça a commencé progressivement. Alors, tu as écrit un livre il y a quelques années de ça qui s'appelle « Le temps pour soi n'est jamais du temps perdu ». Ouais. Alors, je te disais, livre que je n'ai pas que je n'ai pas lu parce que j'étais prévenu un peu tard. En revanche, je peux entrevoir un peu l'idée que tu y développes. Est-ce que tu considères que préparer un marathon, ça peut être considéré comme du temps pour soi et qu'est-ce qu'on y gagne ? Totalement, c'est du temps pour soi préparer un marathon. En fait, tu vas être pendant 3 à 4 mois avec toi-même. Tu peux bien sûr courir avec d'autres personnes, mais je veux dire, dans la finalité, c'est toi qui prépares la course, c'est pas les autres. Et je pense que tu vas te retrouver beaucoup face à beaucoup de doutes. Tu vas aussi créer des expériences. Et la deuxième partie de ta question, j'ai oublié. Et du coup, qu'est-ce qu'on y gagne ? Faire face à soi pour avoir du temps face à soi-même, dans les côtés très positifs, mais aussi parfois un peu négatifs de la sortie, elle est quand même vachement longue. Je pense que tu vas te découvrir et tu vas aussi potentiellement détester certaines parties de toi ou certaines parties de la course à pied. Moi, je sais que c'était pas mes meilleurs moments. Tu vois, courir 35 km autour d'un stade un dimanche matin, j'ai pas trop kiffé l'expérience. Autour d'un stade ? Oui, pose pas de questions. Okay. C'était idiot. Mais c'était ma dernière sortie longue et je me dis, vas-y, pour forger le mental, je vais aller courir autour d'un stade. Évidemment, il pleuvait, sinon c'est pas drôle. Mais du coup, tu vois, c'est des expériences que je garde qui sont pas mauvaises, mais je pense que j'étais tout seul et ça m'a appris vraiment à grandir. Et je pense que c'est vraiment pas du temps perdu pour le coup. Une prépa marathon, c'est tu vas quand même te retrouver et à la finalité, le jour J où tu vas passer cette ligne d'arrivée, tu vas apprendre beaucoup. Et en fait, tu vas vraiment avoir ta conclusion. C'est comme si tu écrivais une disserte pendant toute ta prépa et le jour J, tu vas écrire ta conclusion. Dire, ok, voilà ce qui s'est passé. C'était peut-être pas parfait ma prépa, c'était peut-être pas parfait ma course, mais au moins j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça, etc. Ok, c'est marrant, j'ai cru que tu allais dire que en se découvrant et en découvrant ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, justement avec l'introspection, on pourrait par la suite plus facilement se tenir éloigné des choses. Voilà, ça j'ai testé, je sais que j'aime pas, j'y vais plus. Non, enfin moi après je suis partisan de dire même si j'aime pas, je vais quand même le continuer pour voir jusqu'où je peux aller. Et tu vois, le marathon, je savais que j'allais détester. J'aime toujours pas ça, mais je préfère y aller et m'entraîner pour pouvoir potentiellement un jour aimer ça. Ok, alors le fait que tu n'aimes pas, quel moyen t'as mis en place pour essayer de rendre l'aventure plus agréable ? Parce que j'imagine que c'est pas une quête infinie vers juste je fais ce que j'aime pas. Non. Et justement, on a parlé du Food Runner Club tout à l'heure avec l'aspect très communautaire que tu as accumulé autour de ta pratique, on pourrait dire. Est-ce que justement tu mets en place peut-être ce genre de stratégie pour rendre moins pénible une chose qui naturellement l'est ? Ouais, et je le vois plus comme un challenge. C'est-à-dire, je me mets un objectif et tu vois, je me dis, ok, là j'ai passé le 10e kilomètre, ok, j'ai passé le semi, ok, j'ai passé le 30e, tout va bien, 35e. Et en fait, je le vois plutôt comme des paliers. Pour moi, c'est un jeu vidéo, le marathon. Vraiment, la ligne d'arrivée, c'est le boss final. Et du coup, je le vois vraiment comme un jeu vidéo et je déroule en fonction de ça. Tu vois, je passe des niveaux, en gros. Et en fait, je gamifie le marathon
pour qu'il soit moins pénible dans ma tête. Ok, alors du coup, vis-à-vis de cette gamification du marathon, mais aussi de la préparation en amont, c'est quoi la place du collectif dans tout ça pour toi? Moi, je suis quelqu'un de très solitaire, donc je m'entraîne assez seul, mais je sais que pour mes sorties longues, par exemple, je peux pas les faire tout seul. Tu vois, les fractionnés, impossible de les faire en groupe, j'y arrive pas. Pour moi, il n'y a pas ce truc d'émulation collective et tout ça. Non, franchement, je peux pas. Parce que je suis trop compétiteur et en fait, je peux pas respecter des allures. Si quelqu'un va plus vite que moi, du coup, je vais vouloir aller plus vite que lui et du coup, bah, ça va. Enfin, bref, c'est un cercle vicieux horrible. Mais ça, c'est un travail à faire sur moi-même. Mais par contre, en revanche, je suis très collectif. C'est pour ça qu'il y a le running club aussi. Surtout ce qui va être footing, sortie longue, etc. Là, je suis pour que les gens se rencontrent et qu'on court tous à la même allure, peu importe ton niveau, peu importe ton chrono que tu vises, pour que comme ça, bah, ça soit moins pénible et que tu tapes pas 25 bornes tout seul un dimanche, quoi. Ok, ça t'est venu tout de suite. Pourquoi je te pose la question? Parce que j'ai à peu près le même profil, très indépendant, j'aime bien m'entraîner tout seul, etc. Mais force est de constater que sur les épreuves les plus longues, bah en fait, moi aussi, le truc que j'aime le moins, c'est les sorties longues. Et à force d'essayer, je me suis rendu compte que le moyen de les rendre les plus agréables possible, voire agréables tout court, c'était de les partager avec des amis. Ouais, totalement. Et même quand moi j'ai personne, tu vois, je mets mon casque et j'appelle des gens. Et donc en fait, pendant toute ma course, je suis avec des gens, je prends des nouvelles, des trucs comme ça. Et en fait, tu vois pas le temps passer, quoi. Parce qu'en vrai, une sortie longue, t'en as pour, je sais pas, 1h30, 2h, 2h30. Et en fait, ça va plus ou moins vite. Donc t'écoutes des podcasts, t'appelles des gens. Si t'es tout seul, là, je te donne vraiment si t'es tout seul. Ou sinon, après, le mieux, c'est courir avec tes potes, quoi. Mais c'est fou de se dire que d'un truc qu'on aime instinctivement pas, ouais. En fait, ce n'est qu'une question de contexte pour rendre quelque chose d'agréable. Pour moi, c'est la vision. En fait, c'est vraiment, tu rends la chose moins pénible en te l'appropriant et en t'entourant des bonnes personnes aussi. On pourrait être très déterministe en disant bah non, j'aime pas, j'ai essayé. En fait, tu n'aimes pas cette façon de faire. Ouais. Et peut-être qu'il y en a une autre. C'est pour moi les gens qui disent j'aime pas la course à pied, je veux pas essayer. Alors déjà, je dis bah non, essaye. Après, on verra. Mais je pense que t'as pas testé la bonne façon de courir parce que t'as encore cette image-là de se dire ah, faut que je mette mes chaussures, faut que j'aille courir sous la pluie tout seul le soir en sortant du travail. Bah ouais, forcément tu vas pas aimer l'expérience, c'est normal, enfin je veux dire c'est logique, mais viens tester de nouvelles choses. Des running clubs, il y en a des centaines à Paris, même tu peux aller tester sur les quais tout seul, enfin va tester en fait. Et après, on verra si tu aimes ou pas. C'est marrant que tu dis ça parce que bah, là, dans le contexte du marathon de Paris, mais c'est le cas du marathon de Rome, du marathon d'Annecy et tous les marathons en début de saison, tous les gens qui me disent qu'ils veulent courir ces marathons-là, je suis en mode, et que c'est leur premier marathon, tu sais ce que ça veut dire de faire sa prépa en hiver ou... Bah, le marathon de Paris, il est connu pour justement parce que tu commences ta prépa début janvier, voire fin décembre. Et en fait, c'est horrible de faire les gens ne s'en rendent pas compte. Donc c'est marrant, une fois que tu es passé par là, de se dire, c'est comme les courses, tu sais, en fin d'année vers septembre-octobre, où tu es en mode, tu te rends compte que tu vas devoir faire ta préparation en été quand tu vas être à la plage, que tu auras envie de faire plein d'autres choses sauf ça. Je l'ai fait aussi l'été et honnêtement, je sais pas lequel je préfère. J'ai pas encore décidé. Je sais pas lequel je déteste le plus. Les deux sont très durs en vrai. Ouais, mai, juin, c'est nickel. Ouais. Avant le podcast, tu m'as dit que, et même là tout à l'heure, tu l'as dit, que ton marathon de Paris 2025 s'était mal passé. Alors je sais que c'est, en partie peut-être du fait de l'avoir couru seul ou de... Justement, raconte-moi pourquoi ça s'est mal passé et déjà raconte-moi pourquoi ça s'est mal passé. Je suis parti avec un ami, donc on devait courir à la même allure. Okay. Donc déjà, t'étais dans un truc de on court à deux. Ouais. Ok. Donc mentalement, tu vois, ça m'aidait de me dire je serai pas tout seul. Sauf que on sait jamais ce qui se passe pendant la course et du coup au 19e kilomètre, il a un problème à la hanche et du coup il est obligé de s'arrêter. Du coup j'ai dit moi je peux pas m'arrêter donc je continue, je suis désolé. Et en fait j'ai passé, non c'était au 18e, donc je passe de mon 18e jusqu'à la ligne d'arrivée complètement seul. Donc c'est moi qui me faisais mes ravitaux, c'est moi qui allais à la fontaine remplir ma flasque. Enfin tu vois, c'est moi qui gérais tout. J'avais pas de musique, j'avais rien. Donc en vrai, c'était vraiment une épreuve en plus, tu vois. Et donc, puis les 35 km sur stade qui sont vite rentabilisés. Ouais, du coup, tu vois, j'ai repensé, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'était une très bonne idée ce que j'ai fait. Mais du coup, tu vois, d'apprendre ça le moment même, le jour J de la course, pendant la course, ça te met un petit coup au mental et tu te dis, mais t'as pas le temps de réfléchir. En fait, direct, tu reviens. Mais sauf qu'en fait, j'étais tellement dans le rouge parce qu'évidemment, j'avais un chrono à aller chercher que tu vois, par exemple, il y a des portions de route que j'ai complètement oubliées. Il y a des gens qui m'ont dit à la fin, ah mais t'as vu la Tour Eiffel et tout, regarde, j'ai pris une photo et tout. J'ai fait, mais comment ça on est passé dans la Tour Eiffel? J'ai pas vu la Tour Eiffel moi. Enfin tu vois, il y avait plein de trucs comme ça et c'est pour ça que je dis que je l'ai mal vécu.
et que j'ai pas eu ce truc-là où à la ligne d'arrivée, après j'ai vu des potes passer et en fait c'était par groupe de 2, 3, il y a des proches qui les attendaient et tout. Moi j'étais en mode bah c'était super, du coup je suis passé à la ligne d'arrivée tout seul et tu vois, il me manquait ce truc-là de partage justement avec les gens. Et du coup c'est pour ça que je dis que c'était pas horrible, mais j'avoue que j'aurais préféré que ça se passe autrement, quoi, pour un premier. Ok, on aura l'occasion d'en reparler, de cette petite émotion, sensation. Mais juste avant, un petit break. Alors, j'ai 2 petites histoires, je te raconte. Je vais décrire 2 personnages fictifs. Ok. Et le but, c'est que tu me donnes un peu un pourcentage d'à quel point ça correspond ou ça a correspondu à ton quotidien ou ta vision. Ok. Je te raconte une histoire, tu me donnes un pourcentage. Ok. Ça marche? Ok. Le premier. Je me monte la tête avec des potes pour courir un marathon. Avant la course, on s'entraîne un maximum ensemble. Après la course, on est là pour célébrer ensemble. Au final, ce qu'on retiendra de cette aventure, c'est qu'on a accompli quelque chose d'extraordinaire, mais c'est surtout qu'on l'a fait ensemble. Ok. Est-ce que ça te parle? À quel pourcentage c'est ta vision? Moi, je dirais 60. Ok, dis-moi un peu plus. Je trouve que c'est trop bien d'avoir un petit truc de groupe comme ça avec tes potes, en mode, je sais pas, un lendemain de soirée, ouais, venez les gars, on s'inscrit à un marathon. Et je trouve ça génial de s'inscrire avec tes potes comme ça, un peu sur un coup de tête, et d'avoir ce truc-là collectif ensemble, cet objectif-là ensemble, parce que bah, forcément, tu vas avoir des potes qui vont pas être au même niveau, mais c'est trop bien parce que vous allez quand même vous entraîner ensemble, et forcément, ça va te rapprocher. Et je dirais que ouais, 60-70%, ça me correspond parce que c'est un défi débile, tu vois, que j'aurais pu faire avec des potes si jamais je courais pas de marathon, par exemple. J'aime bien dire que qu'importe les très mauvaises raisons pour lesquelles on se met au marathon ou même n'importe quelle distance pour ce qu'il en est, on en retire toujours beaucoup plus que la raison pour laquelle on en est venu. Complètement. En fait, parfois, tu vas même oublier de pourquoi tu t'es inscrit à l'origine et tu vas juste courir le marathon et tu te dis « Ah ouais, en fait, c'est ça que je suis venu chercher, tu vois. Mais pas du tout pourquoi tu t'es inscrit. Ouais, tu sais, je me suis inscrit pour ça. Et puis, 2 ans plus tard, tu dis « Ah, la course à pied, elle m'a apporté X, Y, Z. » Ouais. Je l'aurais pas douté. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait ça pour ce X, Y, Z. Ouais. Et pas du tout parce que... Non, pas du tout ton objectif de départ. Exact. Ça, je trouve ça ouf. Deuxième histoire. J'ai une vie bien chargée. Famille, boulot. J'aime pas les contraintes de temps. J'en ai assez comme ça. Alors c'est plus simple pour moi de m'entraîner tout seul. Et puis quelque part, ça me permet de faire un entraînement ultra carré et ultra individualisé. Le mois d'il y a 3 ans, t'aurais dit 90%. Maintenant, je te dirais 30%. Ok. Parce que je trouve ça un peu dommage de s'enfermer. Enfin, en fait, je trouve ça bien pour soi, mais je trouve ça dommage aussi de s'enfermer dans ce schéma-là parce que tu vas rentrer en compétition contre toi-même et tu vas forcément être hyper dur avec toi-même, alors que justement si tu as cette émulation de groupe, bah c'est pas grave si tu as raté la séance ou alors justement tu vas vouloir encore plus performer et je trouve ça un peu dommage de le faire vraiment seul. Tu peux être seul, ce qu'on disait tout à l'heure, mais à ce point-là je trouve c'est un peu complexe, quoi. Tu vois, c'est amusant. Est-ce que tu dirais que pour toi c'est un cycle? C'est-à-dire qu'on est dans la confrontation perso, on essaye de se surpasser individuellement, puis après on adoucit avec une pratique peut-être partagée, puis après peut-être qu'on va avoir envie de revenir. Ouais, moi je pense que c'est cyclique, tu vois, parce que tu peux pas sans cesse vouloir être compétiteur contre toi-même. Il y a forcément un moment où tu vas vouloir soit être avec des gens, soit être compétiteur avec des gens, enfin j'en sais rien, mais tu peux pas être tout le temps contre toi-même. Enfin, je veux dire, sinon c'est hyper dur pour toi, c'est hyper triste. C'est-à-dire que tu vas tout le temps te pousser, te chercher, et je suis d'accord avec ça, je suis moi-même dans la compétition, mais juste tout le temps, je trouve que ça peut y avoir un côté un peu malsain avec soi-même, quoi. Oui. Bah, c'est pour ça, si t'es capable de faire un cycle, quelque part que t'es capable de sortir de... Tu peux sortir, et heureusement que tu peux sortir de ce cycle. Ouais. Mais ok, mais vis-à-vis de ce qu'on avait dit tout à l'heure, parce que moi ça me parle évidemment... alors, dans le cycle, je trouve que c'est beaucoup plus simple de passer de la compétition au relâchement que du relâchement à la compétition. Ah oui. Il faut quand même un objectif assez important, mais le marathon peut très bien s'y prêter pour justement se dire, allez, là ça me tient vraiment à cœur, je vais rechausser, bon, pas les crampons, c'est une image, mais pour justement m'y recoller, parce que... Moi je pense en fait il faut que tu te fixes des objectifs, mais pas tout le temps, tu vois. Moi l'année dernière je me suis fixé beaucoup trop d'objectifs, ce qui fait qu'en fait chaque course était une course à la performance. Et en fait tu vois quand tu as 15-20 courses dans l'année, la performance tu peux pas la faire sur 15-20 courses. En fait tu vas sélectionner 3-4 courses au grand maximum et le reste tu vas le faire en full kiff. Sauf que moi du coup je me suis fixé des objectifs beaucoup trop gros et c'est pour ça que en fin d'année 2025 du coup
j'ai arrêté la course pendant au moins 1 mois et demi parce que ça m'a dégoûté de la course à pied. J'étais dégoûté parce que je me suis dit, mais en fait, c'est ça la course à pied, c'est toujours se battre contre soi-même et battre les autres et voir des chronos. Et tu vois, ça évolue en ce moment, les chronos, ils sont de plus en plus hauts. Donc tu peux pas toujours te battre contre toi-même. Donc c'est pour ça que j'ai dit, bah non, maintenant on est en full kiff. Et c'est pour ça que tu as raison, c'est cyclique. Je pense que tu peux passer de la compétition au relâchement aussi. Donc tous ceux qui font le marathon, là où qui le préparent, justement, ayez cette idée peut-être de cycle. Si vous êtes dans une phase, potentiellement passer dans l'autre. Et tout à l'heure, ce que tu as dit est très écho à ce que je ressens, dans le sens où tu es souvent beaucoup plus apte à faire de la compétition dans ce dans quoi tu es doué, avec toi-même. Et quand tu vas dans un domaine qui te correspond un peu moins, par exemple, moi je vais être très disposé à faire des trucs courts, explosifs, etc. Et quand il faut commencer à rallonger, je sors de ma zone de génie, entre guillemets. Et du coup, c'est là où tu te rends compte que tu peux faire, par exemple, j'ai fait un truc de 28 heures à vélo. Ouais. Et justement, en m'entourant des gens, Okay. en me disant, c'est un truc qui n'a rien à voir avec ce que j'apprécie faire, mais dans l'aventure collective, en fait, j'ai vécu un truc mémorable. Parce qu'il y avait le collectif qui rentrait en jeu. Absolument. Et d'ailleurs, cette définition de mémorable, dis-moi un peu ce que tu en penses, mais rendre quelque chose mémorable par le fait de le partager, c'est-à-dire de créer de la mémoire, des souvenirs. Est-ce que tu dirais que c'est plus simple de se souvenir de choses quand c'est fait avec des personnes? Ouais. Moi, mon meilleur marathon, je l'ai partagé avec un de mes meilleurs amis. Et c'était 1 mois à préparer. On a fait le marathon de Genève. Et ça reste un moment hyper fort pour moi parce que je l'ai couru avec. J'étais pas tout seul. Okay. Je l'accompagnais, je le paçais. Et du coup, c'était un moment incroyable. En plus, bon, j'avoue, on a eu un temps de ouf et tout. Mais c'est des moments en fait, où on se rappelle beaucoup plus. Et chaque course que je peux te citer qui est en mode dans la balance positive, on va dire, parce qu'il y a des courses dans la balance négative, c'est que je l'ai vécu avec une personne. Au moins une personne. Ok, ça c'est la grande différence. Moi, je pense que c'est là où tu crées des souvenirs en fait. C'est là où tu crées des souvenirs, c'est avec les personnes. Tu peux te créer des souvenirs toi-même, mais je trouve que c'est complètement différent. Tu vois, c'est pas la même chose. Alors encore une fois, si je parle de moi, c'est pour que tu puisses te refléter. Mais ouais. moi, je trouve que quand tu fais un truc tout seul, c'est tu te crées des benchmarks. Ouais. Et quand tu fais avec les autres, tu te crées des souvenirs. Ouais, complètement. En fait, tu vas te créer des trucs ou des points de comparaison, quoi. Alors qu'avec les autres, il n'y a pas de comparaison, donc juste tu kiffes et c'est tout. Justement, tu fais partie, tu es l'un des mentors de notre mentor programme Campus qui accompagne des coureurs tout au long de leur préparation pour le marathon de Paris. T'as dit cette phrase, j'ai toujours rêvé d'accompagner quelqu'un sur son premier marathon. Ouais. Comment est-ce que, pour quelle raison? Parce que justement, j'avais un peu ce truc-là d'avoir mal vécu mon premier marathon. Et c'est dommage parce que c'est un souvenir qui reste à vie, tu vois. Enfin, c'est pas comme un 10K où tu peux en faire plein et c'est qu'un 10 km. Attention, je mets des guillemets. Mais un marathon, c'est... Voilà, tu vas pas le refaire, sauf exception, les gens ne le font pas 20 fois dans leur vie. Tu le fais pas souvent. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à part entière, un peu hors du commun pour quelqu'un qui n'a jamais couru un marathon. Et du coup, tu vas devenir marathonien, tu vas faire partie des 1 ou 2% de la population mondiale à avoir couru cette distance. Je trouve que c'est important et du coup, j'ai toujours rêvé de pouvoir accompagner et de pousser cette personne à aller jusqu'à la ligne d'arrivée parce que je sais que c'est dur, je sais que tu as les jambes de bois, je sais que tu vas te prendre un mur au 20e, au 35, voilà, peu importe. Et du coup, je trouve que c'est ouf de vivre ça avec la personne. Tu fais bien de rappeler que les marathoniens, ça représente quand même une petite partie. En fait, tu vois, les gens sur les réseaux sociaux maintenant, il suffit que tu suives 2-3 personnes en running, tu vas te créer une bulle et en fait, t'as l'impression que tout le monde court des marathons. Mais non, il faut rappeler qu'il y a vraiment un faible pourcentage des gens qui courent un marathon. Et c'est pas parce qu'il y a 60 000 personnes au marathon de Paris ou 7 000 au marathon dans d'autres villes que c'est une grande majorité. En fait, 60 000 personnes sur on est 8 milliards, c'est ridicule. Donc en fait, tu reprends tous les marathons du monde, que ce soit les majors ou les autres dans les autres villes, ça reste infime en fait. Donc tu vas faire partie de ces gens-là. Et c'est, je trouve, un bon moyen de se rendre compte que chacun à notre niveau, on a la capacité de faire partie de 1-2% de quelque chose. Ouais, et je trouve ça ouf de se dire, je fais partie des 1 ou 2% de la population mondiale à avoir fait ça. Enfin, tu vois, tu peux pas t'en vanter, mais tu te dis, ouais, c'est cool quand même parce que t'as un sentiment d'appartenance de se dire, je fais partie de ces gens-là. Je suis marathonien. Une preuve de plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et justement, est-ce que c'est ce moment-là, alors tu nous as parlé tout à l'heure de ton marathon avec ton pote à Genève. Ouais. Et est-ce que c'est ce moment ou un autre où tu t'es vraiment dit, c'est pour ça que j'aime accompagner les gens? Disons que c'est comme ça que je voulais vivre mon marathon.
C'est-à-dire, je voulais avoir le smile de A à Z, tu vois, enfin, les photos finish de mon marathon de Genève et de mon marathon de Paris, mais c'est le jour et la nuit. Hein. C'est-à-dire que Paris, j'étais comme ça, Genève, j'étais grand sourire, je faisais coucou aux gens. Avec un mois d'intervalle. Avec un mois d'intervalle, tu vois. Donc, en fait, vraiment, tout a changé dans ma tête. C'est-à-dire que je n'ai pas vécu la course différemment. Et je pense que c'est important de se dire que tu peux aussi vivre ta course de façon différente. Et c'est là où j'ai compris que suivant ton objectif dans ta tête, comment tu vas vivre la course, c'est là où tu vas l'imaginer aussi. En fait, ta course, tu la crées sur le moment même. Si tu veux qu'elle se passe bien, c'est à toi de mettre en marche les choses pour que ça se passe bien. Alors attention, il y a plein de critères à respecter parce que évidemment, la nutrition, ça peut merder à un moment donné. Tu peux avoir des crampes, tu peux te blesser. Enfin, on ne sait jamais ce qui se passe le jour J. Mais je veux dire, tu as quand même toutes les clés pour que ta course, tu te la rendes un peu meilleure. Ouais, mais typiquement, ne serait-ce que sur la fixation d'objectifs. Complètement. Ne pas se fixer des objectifs trop hauts. Mais oui, et puis surtout de se dire, en fait, la seule chose que je maîtrise le jour J, c'est de faire du mieux que je peux. Exactement. En fait, tu sais jamais ce qui peut se passer. Exact. Tu l'as dit, typiquement, ton pote au kilomètre 19 qui met le clignotant, je pense que la veille, il imaginait une course un peu différente. Mais exactement. Et ça, tu peux pas. Enfin, moi, je sais que je vais avoir des déceptions, tu vois. Et j'en ai déjà eu, mais je redoute le jour où je vais peut-être devoir abandonner une course. Je redoute Et vraiment, tu vois, des fois, j'y pense et j'essaye de travailler dessus pour justement pas que ça me rende malheureux, tu vois. Parce que je sais que arrêter une course et se mettre sur le côté et vraiment arrêter, ça peut être compliqué pour le mental et c'est dur de revenir parfois. Et du coup, je me prépare mentalement aussi à ça. Ce pote, comment ça s'est passé pour lui après? J'imagine qu'il était dégoûté. Est-ce que il a continué. Il s'est arrêté pendant 5 minutes. Il a continué. Il a fait un très beau chrono. Il s'est accroché, non sans mal, mais il s'est battu. Ok, intéressant comme. Donc il a fait aussi tout seul. Ok, ouais, mais parce que En fait, c'est le mental qui prend le dessus. Il y a aussi la partie... Tu t'es dit, de toute façon, il reste que 23 km après. Oui, c'est que 23 km finalement. Mais en fait, le marathon, c'est pas la même chose que le 10 km ou le semi ou d'autres courses. Tu vas avoir vraiment le mental qui va jouer pour moi un grand 60-70% dans ta course. Là, on fait le tour un peu de ce qui peut mal se passer le jour J et de certains obstacles. Mais c'est vrai qu'on est un peu négatif. Et non, pas du tout, au contraire. Parce qu'en fait, c'est là où les gens ont besoin d'être rassurés aussi. Oui. C'est-à-dire que quand les mecs ils volent sur la piste, tout leur fractionné, ils se posent pas de questions. Et puis c'est le jour où justement il commence à se passer des trucs un peu négatifs. Mais il y a du positif. Tu sais, par exemple, la petite séance test marathon, 2 fois 30 minutes où tu testes ton allure et t'es en mode je vais mourir en fait. Moi je l'ai raté. Et en fait, tu réussis pas ton marathon pendant ta prépa. Tu réussis ton marathon le jour J généralement. Donc en fait, une séance ratée, c'est pas représentatif de ta prépa et de ton marathon. Tu vois, moi ça m'est arrivé plein de fois de rater mes séances. C'est pas du tout représentatif. Et justement, est-ce que de ton point de vue, l'entourage peut apporter quelque chose dans ces moments de remise en question? Si ton entourage est alerte sur la course à pied, oui. Si elle ne connaît rien sur la course à pied, non. Moi, j'avais un entourage qui est... Arrête tout. Dans ma famille, ils comprenaient pas pourquoi je courais un marathon. C'est pas du tout des coureurs. Et en fait, tu vois, moi, je parlais de ma prépa en mode... quand j'allais chez mes parents, quand je descendais, faut que je fasse mon fractionné, faut que je trouve une piste et tout. Enfin, tu vois, genre, vraiment matrixé. Et en fait, j'étais, mais on s'en fout, faut pas que tu cours. Enfin, c'est pas grave, tu peux louper une séance, tu vois. Et en fait, si t'es bien entouré... Je pense que oui, donc c'est pour ça, d'où le fait de t'entourer des potes qui courent ou alors de rejoindre des personnes qui courent aussi dans des running clubs. Mais sinon, c'est compliqué si t'as personne derrière et que tu comprends pas trop, ils comprennent pas trop ce que tu fais. Je trouve que c'est un peu complexe, tu vois. Est-ce que c'est pas aussi notre rôle quelque part en créant du contenu de créer une référence où si les gens dans leur là où ils sont nés ou là où ils sont entourés, ils ont pas forcément des coureurs autour, ils peuvent s'entourer indirectement de gens comme ça? Ouais, je pense que ça peut faire du bien, tu vois, sur les réseaux sociaux. Moi, j'aurais bien aimé, quand je commençais à courir, j'étais pas du tout sur les réseaux et j'aurais bien aimé avoir des gens qui me conseillent ou qui, tu vois, qui rassurent parfois en mode de voir des gens qui ratent leur séance ou voir des gens qui ratent leur chrono, leur objectif. Franchement, ça fait pas plaisir. Quelqu'un qui en chie dans son trail, j'ai vu intérêt. Ça fait pas plaisir, tu vois, mais ça fait du bien parce que tu te dis, ah ouais, en fait, je suis pas tout seul. Ça fait pas plaisir pour la personne, évidemment, parce qu'elle a souffert. Mais ça fait du bien de se dire, ah ok, je suis pas tout seul, et ça fait du bien à l'ego, quoi. Se dire que c'est normal.
se dire qu'en fait c'est normal et que c'est pas normal de taper des 34 minutes au 10K ou des sub 3 heures tous les 4 matins sur marathon, tu vois. Ni d'avoir toutes les séances qui se passent bien, Ni d'en rater aucune par ailleurs. Parce Une prépa, c'est jamais à 100% linéaire et jamais à 100%, j'allais dire score d'exécution bon sur Garmin, mais c'est jamais 100% bon. T'as toujours une partie qui est hors de ta portée et qui est imprévisible. Ça, typiquement, avec la personne que tu mentors, est-ce que c'est des choses que tu as rencontrées ? Pour l'instant, non, parce que ça se passe bien. Mais je sais que le jour J ou des semaines un peu avant, dans les prochaines semaines, puisque mine de rien, ça arrive vite le marathon de Paris. Puis c'est les dernières semaines les plus compliquées. Donc... C'est les dernières semaines les plus compliquées parce que tu comprends pas pourquoi tu n'arrives plus. Mais en fait, c'est très simple, c'est que ton corps, il en peut plus, il est fatigué, tu l'as choqué, tu vas borner 60, 70 bornes semaine. Et en fait, t'en as marre. Et du coup, forcément que t'as pas les jambes pour. T'es fatigué, mais c'est normal parce que ça fait partie de la prépa. Et après, il y a la partie affûtage où ça rassure un peu plus les personnes aussi. Et justement, au-delà du plan d'entraînement, qu'est-ce que toi, tu as d'autre potentiellement à cœur à transmettre sur cette aventure marathon à la personne que tu suis ou même à ton entourage de façon globale ? Je pense que, tu vois, comme on disait, ça prend 3 à 4 mois de ta vie. Je pense qu'il faut pas se couper aussi de sa vie sociale. Moi, je sais que pendant les premières semaines de ma prépa marathon de Paris, je m'étais coupé de ça. Et en fait, je l'ai payé à la fin, puisque à la fin, j'ai fait n'importe quoi et je sortais 2 semaines ou une semaine avant, tu vois, mais parce qu'en fait, j'en avais marre. Et en fait, je pense que c'est important de garder cet équilibre-là, quitte à le réduire à la fin, à le restreindre, mais de toujours garder une partie sociale et mentale avec tes amis, ta famille, tes proches, pour pas se couper totalement du monde et de l'extérieur et pas se renfermer, quoi. Pour pas décompenser non, peut-être au dernier moment. Sinon, ça sert à... Moi, tu vois, je suis sorti 2 jours avant le marathon de Paris. C'est pas une expérience que je conseille, mais parce que justement, en fait, je m'étais privé pendant longtemps et tu vas le payer un jour ou l'autre. Ça peut paraître fou pour les gens qui écoutent de se dire, nous on est en janvier, la course est en avril, de se dire, attends, il te reste 2 jours à tenir sans aller au bar, genre, enfin je veux dire, là, tu forces, et même 2 jours, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, mais tu sais, c'est comme, en fait, c'est comme sur une course où t'es au 39e, il te reste 3 bornes, et t'es en mode, je ne peux plus tenir l'allure. Bah, les deux me sont arrivés. Oui, non, voilà. Mais on peut faire le parallèle. C'est-à-dire que ouais. Parfois, t'as l'impression de dire, oui, il reste pas grand-chose. Oui, bah, il reste pas grand-chose, mais j'aimerais bien. T'es pas rationnel. Ouais. T'es pas du tout rationnel. Et pour le coup, je suis pas allé au bar pour rien. C'est parce qu'en fait, j'ai déclenché une sciatique 2 jours avant. Et du coup, je ne pouvais plus marcher ni courir. Et on était le vendredi, tu vois. Le marathon, c'était le dimanche. Donc, essaye pas de faire passer aux gens que boire des coups, ça fait passer des sciatiques. Je pense qu'il y a quelques médecins qui nous écoutent. Exactement, j'ai fait un protocole kiné et tout, donc tout s'est bien passé. Mais tu vois, je me dis, ouais, de toute façon, c'est foutu pour foutu, c'est fini, il ne faut jamais faire ça. Voilà. Non, mais tout ça pour dire que, parce que moi, en tant qu'entraîneur, je l'ai vécu, je me souviens d'une préparation sur Ironman particulière où la personne fait tout nickel et il lui reste que son affûtage qui va durer progressivement 3 semaines avant. Et en fait, la personne n'en peut tellement plus qu'elle décompense totalement sur les 3 semaines. Et en fait, en 3 semaines, tu peux totalement te désentraîner. Ah bah oui, tu peux tout perdre. Et donc, il est arrivé sur son Ironman totalement désentraîné. Donc, ouais, c'était il y a quelques années, ça remonte maintenant. Mais donc, tout ça pour dire que une fois que le travail est fait, ou même pendant qu'on est en train de le faire, il faut justement temporiser un petit peu. Donc, tu fais très bien de soulever ce point-là. Ouais, et puis l'affûtage est hyper... Moi, j'ai sous-estimé l'affûtage, mais en fait, l'affûtage est aussi important que la prépa. Enfin, moi je trouve que c'est très important. Il y en a, ils se disent, oh la prépa elle est finie, il reste 2 semaines. Ouais, je fais rien. Non, faut pas rien faire. Pas tout à fait. Tu peux te reposer, t'as le droit de bien manger, mais faut pas faire n'importe quoi non plus parce qu'il te reste encore 2 semaines et du coup le jour J approche et après c'est pas 2 jours avant en mode je vais courir le marathon, qu'est-ce que je fais ? Je peux faire un petit footing là pour me déclencher. Tout à l'heure, tu nous as parlé du fait qu'après ton marathon de Paris 2025, t'étais un peu sur ta faim en mode la course était cool, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de gens avec qui partager, etc. Toi, si tu devais te mettre à la place d'un néo-marathonien, qu'est-ce que tu aimerais que cette personne garde de cette expérience une fois la ligne franchie ? Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle garde ? Moi, j'aimerais qu'elle se rappelle du parcours comme si c'était une fête, en fait. Comme si c'était une fête géante qu'on courait et pas juste j'ai couru 42 bornes et j'ai souffert sur le 37e et j'ai fait... Non, vraiment, rappelle-toi-en comme si t'avais couru juste comme ça une sortie longue et que c'est ton premier marathon et qu'à la fin t'as ta médaille et tu peux être fier de toi parce que t'as fini, t'es arrivé, peu importe le chrono, on s'en fout. Finalement, t'es quand même marathonien, marathonienne,
t'as terminé et franchement, tu peux aller fêter ça, quoi. Si on étend en incluant la prépa aussi, est-ce que c'est tiré par les cheveux si je dis que l'expérience, c'est de réussir à rendre quelque chose qui est de base inatteignable? C'est-à-dire que très peu de gens peuvent se lever le matin en disant franchement, je peux courir 42 bornes et le font. Donc de transformer quelque chose d'inatteignable en une fête, ce que tu viens de décrire. Ouais, je pense que c'est hyper important parce que du coup, ça désacralise aussi un peu le truc, tu vois. Le marathon, on le voit un peu comme le boss final de la course à pied. Sur route, sauf que moi je suis pas trop d'accord avec cette vision là parce que en fait il existe plein d'autres choses aussi à voir, tu vois, et t'es pas obligé de pour moi tu peux pas te qualifier d'être un coureur si dans ta vie tu vas juste te dire en un an ok je passe du niveau 0 et je vais courir un marathon et après le marathon t'arrêtes et plus jamais tu renfiles des chaussures de course à pied. Mais pour moi tu peux pas dire je suis un coureur parce que t'auras juste fait un marathon, ok t'es marathonien, mais pour moi c'est pas ça la course à pied, c'est vraiment tu peux le faire tous les jours. Tu peux aller courir tous les jours sans avoir couru de marathon, tu vois. Il y a des gens, ils courent depuis 30 ans, ils n'ont jamais fait un marathon de leur vie. Et ça, pour moi, c'est des vrais coureurs aussi. En fait, il y a cette différence-là que... Après, c'est mon avis perso, tu vois. Mais je trouve que c'est un peu cette différence-là que je vois. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense que le marathon, vaut mieux le célébrer de cette façon-là et pas le voir comme waouh, c'est la distance reine de la course à pied, c'est un peu la tendance. Non, c'est juste vraiment 42 km, tu les as fait très bien, va fêter ça et profite. Ouais, c'est-à-dire que une personne qui va juste faire un marathon sans autre objectif que de faire un marathon va se rendre compte qu'il n'est pas très différent avant sur la ligne de départ qu'après sur la ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'à 42 km près, en fait, t'es exactement la même personne. Ouais, et puis tu vas te sentir un peu vide à l'arrivée. C'est-à-dire, ok, j'ai fait un marathon, ok, qu'est-ce qui se passe après ? Bah du coup, je vais tester d'autres distances, je sais pas, enfin tu vois. Moi, c'est après ce que j'ai ressenti après mon premier marathon, c'est t'as un peu une sorte de blues dépression du marathon où tu te dis qu'est-ce que je fais ? Et c'est pour ça qu'après 3 semaines après je me suis réinscrit à un marathon, mais c'est pas quelque chose à faire encore une fois, mais je pense que c'est pas l'objectif final de ta vie de coureur si jamais tu veux courir. Il y a plein d'autres choses à voir, il y a plein d'autres choses à faire, il y a plein d'autres courses trop chouettes, il y a plein de formats, pas que à Paris, il y en a partout, et je trouve que c'est cool de le rappeler, tu vois. C'est un jalon qui peut parfois motiver soit motiver quelqu'un qui court déjà, ou motiver quelqu'un à se mettre à la course à pied. Ouais. Mais quelque part, c'est pour moi un bon prétexte pour qu'une personne se mette en mouvement et se dise en fait se lancer des défis et c'est pas mal. Je vois. Et donc après, il peut être coureur, mais il peut devenir sportif d'endurance ou sportif hybride ou quoi que ce soit. Complètement. C'est juste une mise en mouvement de je fais rien il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Ouais, puis c'est le but, tu vois, d'inciter les gens aussi à se bouger, à faire du sport. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est qu'en fait, à chacun son niveau, tu peux faire 2-3 bornes pour aller à ta boulange chercher du pain ou un croissant et revenir. Enfin, vraiment bouger à son niveau. Pas forcément obligé de courir un marathon dès le départ, dès la première année. D'ailleurs, c'est pas trop conseillé. Mais juste fais-le à ton niveau et fais-le à ton rythme. Il y a des gens qui ont besoin d'un truc motivant plus grand que les autres pour s'y mettre et parfois il faut justement une mâche direct le step au-dessus. Sinon ils restent dans leur canapé, donc on peut pas leur en vouloir. Pour finir, avec tout ce qu'on vient de se dire, Théo, si tu pouvais résumer un conseil majeur sur le marathon à ceux qui n'ont pas écouté ce podcast, qu'est-ce que ce serait ? Faites une prépa. Vraiment, faites une prépa et respectez cette prépa. Et surtout, prenez du plaisir pendant toute la préparation. Prenez du plaisir le jour de la course. Peu importe ce qui se passe le jour de la course, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Prenez du plaisir. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ça fait un lien avec l'introduction. Si vous prenez du plaisir sur votre marathon, sur votre premier marathon, c'est le meilleur moyen d'en faire un second. Et de toute façon, normalement, le premier est toujours plus long que le deuxième. Donc, pourquoi se concentrer sur le premier ? Généralement, ouais. Il vaut mieux se concentrer sur les prochains et le premier sera plus long que les deuxièmes, comme tu l'as dit. Merci beaucoup, Théo. Merci à toi.